Alors, je commence la lecture du roman La chute de Sparte. Et donc, la première partie, je commence par les 3 chapitres. Le premier chapitre s'appelle Ma chambre. J'habite à Saint-Lambert et ça me fait profondément chier. Saint-Lambert est une banlieue prétentieuse et hypocrite. Une vieille dame qui courtise le fleuve avec le petit doigt en l'air, tout en se faisant enculer par le boulevard Tachereau, ce chef-d'œuvre de laideur poche moderne. Ma rue est banale et ma maison est sans intérêt. En fait, le seul endroit que j'habite vraiment, c'est ma chambre. J'adore ma chambre. C'est l'unique territoire où j'exerce une pleine souveraineté. Elle est au sous-sol, évidemment. C'est une petite pièce sombre, attenante à la chambre à fournaise et pas particulièrement confortable. En fait, c'est un antre. Une tanière humide et sécurisante, à l'abri des humains. C'est aussi un foutoir malodorant, totalement à mon image. Au printemps dernier, mon père m'a ordonné d'y faire le ménage. Rageur, il s'est frayé un chemin parmi le linge sale, les livres et mon équipement de spéléologie pour ouvrir la fenêtre en gueulant qu'il était temps de nettoyer les écuries d'Augias. J'ai rouspété pour la forme, mais j'ai trouvé l'image très bonne. La tâche était, en effet, herculéenne. Deuxième chapitre, la rentrée. On a beau dire que l'école nous emmerde, vers la fin du mois d'août, on a quand même hâte de revoir les amis. Le jour de la rentrée, on est toujours fébrile. Dès le matin, les autobus jaunes déversent des torrents de flots agités et l'esplanade principale se transforme en rivière frémissante. Longeant le terrain de football du côté est, j'ai une vue d'ensemble des adolescents réunis devant la polyvalente. Tout en noir, maquillés, les gothiques allient l'imaginaire des vampires à la mythologie scandinave. Ils veulent faire peur, mais je les aime bien. Ils n'emmerdent personne et ne se battent jamais. En fait, ils sont doux et polis. Protégés par leur carapace de cuir et de clous, ce sont des trésors bien gardés. Les rappeurs sont plus tapageurs. Leurs amples habits les font ressembler à des personnages de BD. Tous les gars de la meute se comportent en mâles alpha. Hyper sexy et toutes menues, les filles bougent comme dans les clips. Chacune de leurs poses est calculée pour attiser le désir des hommes et la jalousie des femmes. Elles sont tellement excitantes que j'en ai mal au ventre, juste à les regarder. Ce sont surtout des noirs qui composent leur cohorte, mais on compte quelques blancs. La culture n'a pas de couleur. J'envie leur attitude à la fois relaxe et tendue. J'admire leur démarche souple de panthère toujours prête à bondir. Du fait de ma jambe droite plus courte, ma démarche légèrement chaloupée me permet une certaine connivence avec la clique hip-hop. Et puisque j'adore leur musique, je suis en très bon terme avec eux. Et bien sûr, il y a les flamboyants spartiates, notre équipe de football, la fierté de Gaston Miron. Aisément reconnaissables à leur couleur bourgogne et or, ils forment une véritable armée. Le corps arrière, Mathieu Saint-Amour, en est le général. Beau, blond et brillant, c'est le demi-dieu de notre école. Même les profs et la direction lui vouent un respect intimidé. Seul l'entraîneur, Claude Picotte, peut prétendre à un certain ascendant sur lui. Chargé de le protéger sur le terrain, les gros joueurs de ligne l'accompagnent partout, comme une garde prétorienne. Évidemment, il discute avec des filles réunies en hémicycle BA autour de lui. La brigade défensive est menée par Maxime Alexis Giroux, un secondaire intérieur que tout le monde appelait le Mag. C'est surtout lui qui va bien. C'est ce surnom qui lui va bien. Comme une jante chromée, il est quétaine et rutilant. Il arbore son éternelle coupe marine et semble encore avoir pris du muscle cet été. Il lance un ballon de football avec des coéquipiers, en parlant trop fort pour que tout le monde le remarque. Sa capacité d'analyse des formations adverses et la puissance de ses plaquages lui valent une renommée dans toute la ligue. En dehors du terrain, c'est un gros con que l'or.
que je méprise. Assises en rond dans l'herbe, les cheerleaders de l'équipe piaillent comme des mésanges. Après 2 mois sans se voir, elles ont du temps à rattraper. Parmi elles, Véronique Plourde, aussi lumineuse qu'un après-midi d'octobre. Je la regarde de loin comme un horizon inatteignable. Près des rampes d'escalier, les skateurs font flipper leurs planches avec trop d'ambition et pas assez de talent. Comme des rôtis beurrés, les planches retombent toujours du mauvais côté. Il y a aussi des néo-hippies à dreads qui jouent au hockey, l'incarnation de la nonchalance et de l'oisiveté. Et parce que la vie n'est pas une pub de coke, il y a cette majorité de jeunes sans style défini, hybrides et inclassables. J'en suis, n'en déplaise aux sondeurs. La jeunesse est multiple. Il n'y a pas de courant d'opinion propre aux jeunes. Ce sont les mêmes lignes de fracture que pour les adultes. Gauche-droite, vaillance, paresse, extravagance, conformisme, génie, bêtise. Une seule chose rallie tous les ados, l'amour de la musique. Elle pulse dans nos tympans au même rythme que le sang dans nos tempes. Nos écouteurs sont les cordons ombilicaux qui nous relient à la matrice de nos iPods. Dans le film de nos vies, les bandes sonores défoncent le haut-parleur. Toutes les scènes de notre existence sont enrichies de trames diégétiques. Et en ce moment même, des transfusions ont lieu. Des amis échangent leurs découvertes estivales en partageant leurs écouteurs. Jumeaux hétérozygotes, nourris au même placenta. D'un glissement d'index sur l'écran tactile, j'augmente le volume. Comme une coulée de titane en fusion, la voix métallique d'Eminem emplit tout mon crâne. Battant la mesure avec ma tête, je me fonds dans la masse à la recherche de mes amis. Dernier chapitre, la polyvalente Gaston Miron. D'un point de vue architectural, je ne connais rien de plus laid qu'une polyvalente. C'est un improbable amalgame de bunker gouvernemental, d'un pénitencier à sécurité maximale et de caisse populaire. La nôtre s'appelle Gaston Miron, mais tout le monde dit GM, donc GM. Imaginez l'immense poète Gaston Miron réduit à une compagnie de chars américaine en faillite. Mais au fond, qu'est-ce qu'une école, sinon une usine à diplôme? Année après année, nous sommes des centaines à sortir de la chaîne de montage, astiqués et formatés, prêts pour la grande route du monde adulte. Tout est moche dans une école secondaire. C'est un laboratoire de fausses bonnes idées des années 70. Béton craquelé, plâtre jauni, métal rouillé et couleurs tristes. Aucun matériau noble, aucune verdure, aucune gaieté. Censé apaiser nos caractères énergiques, le vert tendre des murs donne la nausée. Quand en plus la peinture est écaillée de partout, ça devient carrément déprimant. Sans doute pour qu'on ne puisse pas s'y précipiter, les fenêtres en meurtrière ne s'ouvrent pas. Pas étonnant qu'on végète. À l'école, à la fin de la journée, nos classes sont des serres pleines de gaz carbonique. La décoration est franchement infecte. Dans le hall principal de Gaston Miron, on trouve un macramé géant. Je jure. La première chose qu'on voit en entrant, c'est un fouillis d'amarres tressé avec des boules de bois. Dans l'entrée de la bibliothèque, c'est une touffe de poils rouges de 6 pieds sur 6 qui orne le mur. C'est quoi le rapport? À la longue, je suis sûr que cet environnement merdique finit par miner notre morale et nos résultats scolaires. Est-ce qu'on peut poursuivre un architecte pour mauvais goût? La seule oasis de beauté dans ce désert de laideur, c'est l'immense mosaïque du visage de Miron sur la façade principale de l'école. Ça, c'est vraiment réussi. Des pièces de céramique asymétriques noires, grises et blanches façonnent la bonne bouille du poète. Dans la rue, en débouchant sur l'esplanade principale, on reconnaît son visage bienveillant encadré de ses fameuses lunettes carrées. Ça fait un peu Staline sur la place rouge, mais le type a l'air tellement modeste que même à cette échelle, son portrait ne paraît pas prétentieux. Rien à voir avec les poètes du 19e. On dirait un commis de bureau anonyme. En se rapprochant du mur, les pixels grossissent et l'ensemble se brouille en une envolée d'outarde sur un lac agité. Évidemment,
Tout le bas du mur est barbouillé de graffitis qui forment une bande d'entrelacs dégoulinant du cou de l'écrivain jusqu'au sol. Le rouge étant particulièrement prisé par les graffiteurs, on dirait qu'un invisible bourreau brandit la tête d'un Gaston fraîchement guillotiné. C'est terrible et magnifique, comme l'adolescence. Donc ça, c'est la première partie, donc les 3 premiers chapitres. Bonne lecture.